Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez nous à Willem. Vous venez un peu de toute la France et même de Belgique et d'Allemagne, donc c'est sympa pour ce webinaire qui va durer environ 1h30 autour du thème comprendre et bien gérer votre stress pendant et après le confinement. Euh, hop là, voilà. Bien sûr, on est dans un moment tout à fait particulier, unique, on pourrait même dire, hein. C'est une situation sans précédent qui dure et qui va durer encore longtemps, même si on voit se profiler un déconfinement, on va dire, par étapes, et dont l'issue d'ailleurs aussi est incertaine, hein. Il peut y avoir sinon une rechute comme chez les malades, mais du moins un retour en arrière. Tout est possible à ce stade. Et en tous les cas, c'est une situation qui met en jeu notre santé, nos équilibres de vie, nos équilibres économiques, nos habitudes, et qui nous prive clairement aussi de certaines libertés, la liberté de circuler tout simplement, hein, déjà, espérons-le plus pour très longtemps. Mais, euh, mais quand même, c'est une situation tout à fait particulière. Plus de la moitié du monde a été confiné. C'est jamais arrivé. Et forcément, cette situation génère des peurs, des angoisses, des anxiétés. Alors, sans citer 40 000 sondages, hein, il y en a deux, voilà, qui que je vous partage, hein. Un salarié sur deux sera en détresse psychologique du fait du confinement. Ça, c'était à l'époque du confinement, hein, un sondage Opinionway. Et puis, plus de la moitié des Français sont angoissés à l'idée de sortir du confinement. Donc, on voit bien que on vit une situation de stress à répétition et à rebond. Et, euh, avec Sabine, on a déjà fait un webinaire sur le stress pendant le confinement. C'est vrai que le déconfinement est une autre situation de stress. Donc, c'est là-dessus que l'on va, je dirais sur ce point, que l'on va avancer avec vous. Alors, on va se présenter rapidement, Sabine. Oui, alors moi je suis coach sportif. Avant d'être coach sportif, puisque c'est une reconversion depuis une petite dizaine d'années maintenant, j'ai été pendant 20 ans donc en gestion, en niveau de gestion en entreprise et niveau responsabilité commerciale. Voilà. Euh, et aujourd'hui, donc, je donne à la fois des cours collectifs et particuliers, surtout en gym douce, on va dire, de remise en forme. Et aussi, donc, j'ai été formée sur la gestion du stress et donc, je donne aussi des formations en gestion de stress. Voilà. Et en ce qui me concerne Xavier, donc je suis le mari de Sabine. On est mariés depuis 30 ans et confinés depuis bientôt 2 mois ensemble et en famille. Alors, on a beaucoup de chance parce que on habite une grande maison dans le nord de la France, mais vous voyez pas le soleil là, mais il fait grand soleil. J'ai eu quelques messages comme quoi il faisait beau aussi ailleurs, et donc je crois que c'est peut-être général, tant mieux. J'espère que vous voyez les fleurs que j'ai coupées ce matin du jardin pour vous faire partager aussi c'est- cette chance que l'on a d'habiter à la campagne. Donc moi, je suis coach de dirigeant et de manager depuis 2012. Avant, j'étais dirigeant d'entreprise. Je suis certifié ICF et je remercie ICF pour l'organisation de cette coaching week là, qui est bah, qui a beaucoup de succès, hein, manifestement, et qui est très bien organisé. Et j'accompagne donc des dirigeants, des managers, à la fois sur le volet business, mais également sur le volet personnel, développement personnel, que ce soit en coaching d'évolution, en coaching d'équipe, en coaching individuel. Euh, voilà. Et en ce moment, bien évidemment, un sujet majeur, c'est le stress et l'accompagnement dans des moments qui sont pas évidents à gérer. Mes centres d'intérêt, c'est l'histoire de la montagne. Même si on habite dans le nord, on adore la montagne, Sabine et moi, mais pour le moment, ce sera partie remise. Voilà. Alors, euh, Donc, l'objectif aujourd'hui de notre webinaire, c'est de vous faire découvrir évidemment les fondamentaux, les mécanismes du stress,
de vous donner aussi donc des outils, des moyens pour définir ce stress, le mesurer, le mesurer surtout à la source le plus tôt possible, et puis apprendre à vivre avec, à faire avec, et savoir en fait lâcher prise par rapport à ce stress. Donc ce sera à la fois de la théorie, mais aussi de la pratique. Alors 1 heure et demie, c'est très très court hein, pour cette formation. C'est vraiment des bases, parce qu'il faut savoir que la formation, pour information, la formation qu'on donne enfin, je donne soit en collectif et sur 2 jours. Quand c'est en individuel, c'est sur 2, 3 séances, c'est 2, 3 ateliers de 3 heures. Donc, vous voyez, c'est 1 heure et demie. On va être vraiment short en timing. On va essayer de vous faire quand même découvrir le plus possible d'outils surtout, et que ce soit clair pour vous à la fin et que vous ayez les moyens, donc, si possible, de attaquer cette nouvelle phase de notre confinement-déconfinement avec sérénité. Ouais, sachant que il y a beaucoup de coachs parmi vous et ceux qui sont intéressés par la gestion du stress pour le pratiquer hein, et auprès de vos clients au travers de séances ou au travers de formations en entreprise. Sabine et moi avons au point une méthode complète d'animation de la gestion du stress avec beaucoup d'outils. Et donc c'est une méthode pas à pas. Pour ceux que ça intéresse, ben, n'hésitez pas à nous contacter à l'issue du webinaire. Voilà. Hop, je sais pas pourquoi il ne peut pas avancer. Voilà. Donc le contenu du webinaire, il y a on va dire 4 parties. La première, ça va être de définir le stress. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle exactement? Expliquer comment le déséquilibre, parce que le stress c'est un déséquilibre, comment ce déséquilibre finalement s'installe, en ayant un regard à la fois pour la compréhension des symptômes du stress, parce qu'il y a des indicateurs, et de comprendre les conséquences, et puis surtout de repérer aussi les facteurs de stress, c'est-à-dire quelles sont les causes sur lesquelles on va pouvoir ensuite agir pour découvrir comment finalement retrouver l'équilibre avec des outils de modérateurs de stress en quelque sorte, donc les remèdes à mettre en action. Et puis Sabine nous fera vivre 2 expériences de relaxation d'une part et puis de cohérence cardiaque d'autre part. De stretching. De stretching. Excusez-moi pour le défaut de précision. Alors, donc le stress, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions différentes. Là, on a choisi de prendre une définition, disons, normée, enfin, qui devient du cadre européen, donc, et qui définit le stress. Donc déjà, c'est un état. On est stressé, comme on est en forme, comme on est fatigué, comme on est en joie, comme on est triste. Donc c'est un état, et en fait qui est lié à un dysfonctionnement, à une distorsion, donc entre un ressenti entre ce que l'on veut faire ou ce que les autres veulent que l'on fasse, et nos capacités donc pour y arriver. Et cet écart entre les deux agit sur notre organisme, et donc il y a un dysfonctionnement physique et psychologique qui s'installe, et aussi donc aussi au niveau social aussi, il y a des dysfonctionnements qui s'installent. Donc voilà, le stress c'est un état accompagné de plaintes ou de dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux, et qui résulte du fait que donc les individus se sentent inaptes à combler un écart avec les exigences ou les attentes les concernant. Donc si je comprends bien, il y a un état, il y a des signaux, c'est-à-dire des choses qu'on peut observer. C'est une perception, c'est pas une réalité, c'est une perception d'abord. Et il y a un écart entre des attentes et des ressources. Voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Voilà. Ok, alors, hop. Le stress, d'abord, c'est la vie. C'est-à-dire que finalement, si on ne vivait pas, on n'avait pas de stress, ben on mourrait à la première attaque d'un ours ou
d'un lion, et ça depuis très longtemps. Donc c'est d'abord un processus d'adaptation au changement. Et il y a une réaction réflexe normale et positive qui sert à mobiliser finalement notre énergie, notre potentiel d'action. Si on est attaqué par un ours, ben, on va faire probablement ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, on va fuir ou on va essayer de l'agresser, alors que la pratique, la seule bonne solution, c'est de se coucher, donc de se soumettre. Mais bon, il faut oser le faire. En tous les cas, on a des réflexes et le stress, c'est ça, ça nous sert à ça, hein. Donc c'est une fonction d'adaptation nécessaire à notre survie. Jusque-là, c'est très bien, mais d'abord, on n'est plus attaqué par les ours, du moins c'est plus rare, mais en tous les cas, on vit le stress et on vit le stress autrement aujourd'hui. Et ce qui est mauvais, en fait, c'est l'abus de stress ou son mauvais usage qui endommage le corps et puis et altère donc nos facultés mentales. Donc c'est cela que l'on va décrypter en quelque sorte au travers d'abord de ce premier slide qui montre les trois phases du stress. Il y a une première phase qu'on appelle la phase d'alarme, c'est-à-dire, vous voyez le petit bonhomme là qui reçoit sa pile de bouquins ou de papier bientôt sur la tête, il va pas rester là, bien évidemment, il va faire quelque chose. Donc c'est sa réaction de survie immédiate dans laquelle l'individu mobilise très rapidement ses ressources. Dit autrement, cette phase-là, c'est par exemple aussi ce qui va nous permettre de couvrir un 100 mètres en battant peut-être son record personnel si on a un stress positif et qu'il y a un événement majeur. Donc, on va mobiliser vraiment toute son énergie. Mais si cela dure dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cas d'un 100 mètres en quelque sorte, mais on est plus dans le cas d'un marathon, eh bien, le corps va s'adapter à cette nouvelle situation et on va rentrer dans une deuxième phase qui est une phase de résistance. Et le petit bonhomme, là, cette fois, il a pas fui, mais il résiste face à la pile de papier et il tâche d'empêcher d'être écroulé dessous. Et donc, il arrive à le faire parce que il y a des réponses biologiques qui vont permettre à cette personne de résister dans le temps. Dans le temps, oui, mais un certain temps. C'est-à-dire que arriver à courir un marathon, c'est possible. Nous, on l'a fait plusieurs fois avec Sabine, et on voit bien que c'est pas les mêmes. On va vous l'expliquer après. C'est grâce à d'autres enfin, éléments biologiques qu'on arrive à le faire. En revanche, si on devait courir 10 jours de suite, c'est pas possible. Enfin, en tous les cas pas pour nous. Et donc on arriverait à la phase d'épuisement. Cette fois-ci, c'est la troisième phase qui correspond dans la version moderne à ce qu'on appellerait le burn-out, hein, où là l'individu est incapable de faire face au stress. Et cette fois-ci, le matin, un beau matin, il n'est plus capable de se lever et de vivre normalement. Alors justement, comment ça fonctionne biologiquement, comme disait Xavier, dans notre corps, ces trois phases. Alors la première phase, la phase d'alarme, en fait, tout démarre du cerveau, évidemment. Quand notre fameux petit bonhomme voit la pile de livres qui s'écroule, donc notre cerveau donne un ordre à des glandes, les glandes surrénales, pour produire donc de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ce sont les substances qui permettent d'aller alimenter davantage nos muscles en sucre, en glucose. Donc on va produire davantage de glucose pour les muscles. Et c'est aussi donc la noradrénaline va stimuler nos sens, donc l'ouïe, l'écoute, l'odorat, etc., les cinq sens, et la concentration et la mémoire. Donc ça, c'est la phase d'alarme. Et c'est effectivement, c'est là où quand il faut prendre la décision rapide, soit de fuir, soit de résister. Qu'est-ce que je vais faire? Donc cette phase dure de quelques minutes à 1 heure maximum en général. La deuxième phase, la phase de résistance, donc nous sécrétons, donc il y a notre corps qui sécrète de l'adrénaline, de la noradrénaline. Du coup, donc les muscles vont être notre force musculaire va être décuplée. Il y a aussi le cœur, le battement, le rythme cardiaque qui va s'accélérer. Une production de chaleur souvent quand on est stressé, en colère, on a chaud, on rougit, on transpire. Ensuite, si cette phase dure tout le temps,
on va stimuler comme ça de la noradrénaline et de l'adrénaline en grande quantité et c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour la digestion parce que qui dit plus de sucre, problème digestif, etc. C'est pas bon non plus pour l'hypertension. Enfin voilà. Donc après, heureusement, il y a des petits capteurs qui vont dire stop. Là, il y a trop de noradrénaline, trop d'adrénaline. Et là, les glandes surrénales vont venir produire cette fois-ci du cortisol. Et le cortisol va permettre de rediminuer donc cette production d'adrénaline et de noradrénaline. Et normalement, la situation de stress étant passée, tout redevient à la normale et il n'y a pas de souci. Donc, pas de problème physiologique. Mais si justement ce stress dure, au bout d'un certain temps, les capteurs se dérèglent et il n'y a plus il y a plus de production de cortisol qui fait que a toujours noradrénaline, adrénaline et là ça arrive donc les problèmes de sommeil, donc de digestion, problèmes de santé, donc le risque cardiovasculaire, etc. Ça peut être aussi physique, le mal de dos, ça peut être aussi de l'eczéma, de l'urticaire, donc etc. Donc c'est pas un beau tableau, mais ça c'est donc on en arrive malheureusement à ce stade-là, à la phase d'épuisement, et on peut en arriver, comme disait Xavier, si ça ne se stoppe pas, au burn-out. Si on n'a pas intercepté ces signes, on peut en arriver donc au burn-out et à l'épuisement. Mais il y a justement, c'est ce que je disais, donc des symptômes à définir et savoir connaître, mesurer à quel niveau de stress on en est par rapport à ces symptômes. Ça, on le verra plus tard, mais il y a aussi une première chose, c'est comme on le fait beaucoup, enfin, où on va peut-être le faire beaucoup actuellement, c'est prendre sa température, mais sa température au niveau du stress. Et il y a plusieurs moyens. Il y a un moyen très simple, très rapide, c'est l'échelle, se donner une échelle de 1 à 5. 1, je ne suis pas stressé. 5, je suis stressée. Et aujourd'hui, maintenant, en ce moment, comment je me sens? Donc, on va vous lancer un petit test, justement, pour nous dire, aujourd'hui, actuellement, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous n'êtes pas du tout stressé? Donc, à ce moment-là, vous mettez 1. Est-ce que vous êtes très, 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 très stressé maximum? 5. Est-ce que vous ne l'êtes peu, un petit peu, mais au contraire, c'est le bon stress, donc ça peut être 2. À 3, le stress commence un peu à vous perturber, vous avez du mal à lâcher prise, à vous détendre, enfin voilà. 4, vous pouvez être donc vraiment préoccupé et un peu obnubilé par beaucoup de choses et de vous sentir moins efficace que d'habitude, moins concentré. Et puis bon, le 5. Voilà, je vois que donc Vous ça êtes la répond. moitié là pour le moment à avoir voté. On laisse encore allez, 10 secondes. Et toi, tu as quel niveau, Sabine? Alors un peu stressé parce que le webinaire, bah, c'est quand même un exercice un peu stressant. Je dirais qu'en ce moment, moi j'aurais bien mis 2,5. C'est dommage, j'en peux pas. Ah, on peut pas. Entre 2 et 3. Ok. Et moi, je suis plutôt aller entre 1 et 2. Ouais. Mais on peut pas non plus. Alors, je vais mettre 2 aussi. Ok. Alors, bah, allez, vous êtes 60% à avoir voté. Je suis pas sûr que je puisse l'afficher. Euh, je vais regarder si on peut l'afficher, mais je crois pas. Oups. En tous les cas, les réponses, c'est les suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, je vais revenir. J'ai fait une bêtise. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait sur le vert? Je voudrais revenir ici sur mon... Ah, je pense que j'ai fait une petite bêtise. Où est-ce qu'il est mon document? Voilà. Hop. Où est-ce que c'est affiché mon tableau de bord? Alors, déjà les réponses du sondage quand même, je vais vous les donner parce que pour pas les perdre. Donc vous êtes 13% à être en stress niveau 1, donc très très peu stressé.
28% être en stress niveau 2, 31% être en stress niveau 3, donc quand même un stress réel, 25% en stress niveau 4 Une personne sur et quatre. 3% en stress niveau 5. Donc on voit qu'il y a quand même, allez, globalement, il y a vous ressentez un stress réel, quoi, pour la plupart, à part quelques bienheureux, on va dire, qui n'ont pas de stress, hein. Et bravo, et tant mieux pour vous. Alors, je voudrais repartager mon écran. Est-ce qu'on le voit là? Diaporama à partir du début. Voilà. Donc, c'est reparti. Alors, au-delà de, de cette échelle de 1 à 5, il y a il y a un questionnaire qui est un peu plus complet, hein, qui s'appelle le questionnaire de Cohen et Williamson. C'est la prise de température, en quelque sorte, au niveau du stress. On vous invite à le faire, si vous pouvez, bien évidemment. Et puis, parce que c'est à partir de là que vous connaissez vraiment de façon précise si c'est un sujet véritablement qu'il faut travailler sérieusement. Effectivement, vous pouvez faire ce test Gwen et Williamson si vous avez mis, par exemple, que vous étiez déjà à un niveau 2, à partir du niveau 2, je vous conseille de le faire. Il est très rapide, 10 questions. On peut vous le fournir si vous le souhaitez. À ce moment-là, bah, vous nous enverrez un petit message si vous souhaitez ce test. Ensuite, il y a une autre troisième solution aussi, troisième exercice pour déterminer ses symptômes, son stress, c'est de connaître ses symptômes de stress. Donc, on l'a vu dans le petit, dans les effets du stress, hein. Il y a des effets sur notre corps notamment et aussi sur notre cerveau, on va dire. Et donc notamment, donc il y a des signes qui sont plus ou moins forts. Par exemple, je prends un exemple, le mal de dos, c'est souvent, hein, c'est lié au stress, on en a plein de dos. Un signe précoce, c'est qu'on a légèrement mal au dos, on le sent un petit peu, mais ça va. Si on commence à avoir des douleurs vraiment, disons, continues, que ce soit assis, debout, allongé, mais ça ne nous gêne pas encore complètement, on peut dire que c'est un signe avancé. Et un signe grave, bah là, c'est on se bloque le dos et il faut prendre donc anti-inflammatoire, etc. Il y a aussi au niveau donc mental, donc même chose, hein, c'est quand on a du mal à se concentrer un petit peu, on se sent un peu fatigué mentalement, bah, c'est un signe précoce. Quand on commence à avoir un peu mal à la tête de temps en temps, c'est un peu plus avancé. Et vraiment des migraines, c'est là le signe grave. Donc il y a tout ça, c'est donc les trois niveaux de symptômes. Et donc voici la liste des différents symptômes selon leur catégorie. Et là aussi, même chose, c'est un test. Donc, vous mettez une croix sur les signes que vous ressentez aujourd'hui par rapport donc à ce stress, au stress. Donc ça peut être donc le dos, ça peut être le problème de sommeil, ça peut être par rapport à l'alimentation, aussi par rapport à son comportement vis-à-vis des autres. On a envie de s'isoler, on n'a pas, enfin en ce moment, bah, les liens sociaux de toute façon sont moins possibles, mais quand même on peut par téléconférence, par visio, etc., quand même se voir. Mais si on a envie de se refermer sur soi, enfin voilà. Donc, vous faites ce petit test et si vous avez, par exemple, déjà deux croix en orange et une croix en rouge, c'est que vous êtes à un niveau de stress bien avancé, on va dire, hein, et qu'il faut prendre les choses en main. Si vous avez deux dans le vert et un dans le orange, bah, je dirais par rapport à l'échelle de 1 à 5, vous êtes quand même déjà, moi je le mettrais à un niveau 3. Donc là aussi, il va falloir prendre les choses en main sérieusement. De toute façon, si vous avez un signe dans le rouge, c'est quand même, là il faut s'alarmer, il faut faire prendre les choses en main.
Voilà. Voilà les 3 outils pour mesurer donc le stress et connaître ses symptômes. Et donc, on voit par rapport à ça qu'en fait, ces signaux nous montrent que on a des besoins essentiels qui sont justement pas comblés. Tout à fait. Et c'est parce qu'un certain nombre de ces besoins ne sont pas comblés, finalement, qu'on n'est plus capable de faire face aux situations. Et c'est là que le déséquilibre, finalement, se crée, c'est-à-dire finalement un écart entre la non-satisfaction de besoins et la situation ressentie. Alors, quels sont les besoins? Bon, alors, les besoins, tout le monde, enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la pyramide de Maslow, etc., avec les besoins. Mais là, on va, quels sont en fait les besoins qu'on pourrait considérer comme mis à mal par la crise, hein, sans rentrer dans une liste à l'après-vert, parce qu'il y en a beaucoup de besoins. Mais sur les besoins physiques, par exemple, hein, dormir, récupérer, il y a des personnes, certains, enfin, dans les accompagnements que je fais, témoignent de ça, bien évidemment. C'est le mal, la difficulté de- d'avoir un sommeil calme et de te récupérer. Le besoin, évidemment, physique, hein, beaucoup de personnes sont en manque de ça, de pouvoir se toucher, tout simplement, et avoir du contact. Le besoin d'espace qui a été réduit et de sécurité physique, c'est là où on voit beaucoup de craintes hein, liées au déconfinement qui sont liées à ce besoin de sécurité physique. Les besoins émotionnels et psychologiques, parmi ceux-là, le besoin de sécurité émotionnelle, de soutien, le besoin de reconnaissance. On est coupé de la vie, de sa vie habituelle. Donc, dans certains cas, est-ce qu'on reçoit cette reconnaissance ou pas par rapport à ce que l'on fait? Le besoin d'accomplissement, le besoin de contact, le besoin de stimulation intellectuelle, le besoin d'appartenance. Il y en a beaucoup dans ce registre-là. Et puis aussi, dans certains cas, le besoin de donner du sens à sa vie, besoin d'être en accord avec ses valeurs. Donc certaines personnes aujourd'hui, ben, effectivement, par rapport à cette période-là, s'interrogent sur finalement le sens de ce qu'elles font. Moi, je suis contacté par des personnes en ce moment qui se disent, bon, ben, peut-être c'est le moment de me poser la question de mon évolution en fait de vie professionnelle. C'est un moment de prise de recul et pour que éventuellement les choses évoluent, on va dire, c'est un accélérateur d'évolution. Alors, on va rentrer maintenant dans la description, on va dire, de la mécanique du stress. Et ça, la bonne nouvelle, c'est en fait, c'est de la mécanique. C'est-à-dire, finalement, c'est comme sa voiture. Il y a un moment donné, il y a un truc qui marche pas bien, ben, on l'emmène chez le garagiste. Ben là, on va dire, c'est à peu près pareil. Et dans la mécanique du stress, donc qu'on peut traiter, si j'ose dire, et soigner, il y a 3 composantes principales. Les stresseurs, la réaction de stress, les conséquences du stress. Alors voilà, accrochez-vous, le petit tableau que je vais vous commenter euh, sur ce qui s'appelle le modèle transactionnel du stress. Vous avez ici à gauche, je sais pas pourquoi il ne veut pas avancer mon PowerPoint, voilà. Et vous avez ici à gauche les stresseurs. Donc les stresseurs, ils sont de quatre sortes. Les demandes internes. Alors il y a beaucoup de coachs parmi vous, donc ce qu'on connaît sous le nom de driver, hein, c'est en fait les demandes que l'on se fait à soi-même. Par exemple, je dois réussir, je dois être fort, je dois être parfait, je dois, etc. Les ressources externes. Donc, est-ce que j'ai les ressources disponibles ou pas pour faire face à ce que je dois faire, ce que je veux faire? Est-ce que j'ai du soutien? Est-ce que social? Est-ce que j'ai du soutien dans mon environnement professionnel? Les demandes externes. Donc, les demandes externes, en gros, c'est notre charge de travail. Hein. Est-ce qu'elles sont, que ce soit charge de travail au boulot ou charge d'ailleurs enfin, familiale? Là, en ce moment, il y a les demandes externes. La plupart, enfin, un certain nombre, en tous les cas, d'entre nous sont devenus enseignants pendant cette période. Donc, il y a une demande externe. Les ressources personnelles, est-ce que je suis compétent ou pas pour faire ce que j'ai à faire? Donc, vous voyez, il y a deux sortes de demandes, internes ou externes, et les ressources externes ou ressources internes ou ressources personnelles. Ensuite, face à ça, il y a ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a une phase de perception. Euh, Cette perception amène à ce qu'on pourrait appeler une évaluation cognitive de la situation. C'est-à-dire, est-ce que cette situation
donc, est-ce que mon cerveau trouve qu'elle est positive? Auquel cas, bah, c'est du stress positif et ça enclenche en quelque sorte la performance. Confère le cas que j'ai posé tout à l'heure de la personne qui va courir le 100 mètres à la vitesse la plus rapide qu'elle a jamais fait. Euh, voilà, Usain Bolt. Hein. Ou est-ce que cette évaluation est négative? C'est-à-dire que l'écart est jugé comme étant négatif. Et auquel cas, on arrive ici à un sentiment de déséquilibre et de tension avec le ressenti du stress. Niveau 1, 2, 3, 4, 5, comme vous l'avez comme vous avez répondu sur le sondage. Et là, on est dans la réaction du stress, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le corps va rentrer, enfin le corps et le cerveau hein, vont rentrer dans un mécanisme d'adaptation. Il y a trois façons de s'adapter au stress. La première façon, c'est d'agir. Donc c'est les conséquences du stress, c'est soit on agit dessus, et on va voir comment on fait, on agit dessus en intervenant sur les facteurs de stress qui sont ici à gauche. Donc, soit en intervenant sur les demandes internes, soit en intervenant sur les ressources externes, soit en intervenant sur les demandes externes, ou en intervenant sur les ressources personnelles, ou l'ensemble, évidemment, ou plusieurs facteurs, bien évidemment. Donc ça, c'est au niveau de notre capacité d'agir. Il y a une deuxième possibilité, qui est ici en dessous, qui est la réévaluation cognitive de la situation. C'est-à-dire, on va le dire plus simplement, c'est la prise de recul. C'est-à-dire que je prends du recul pour me réexaminer la situation en disant oui, ok, c'est stressant tout ça, mais finalement, je suis capable d'y faire face, ou je sais que ça va pas durer trop longtemps, ou je reprends, comment dire, une posture positive par rapport à ça, enfin, différents moyens qu'on va aussi expliquer ou avec des outils et du savoir-faire par rapport à ça, mais qui vont permettre de, sans changer la situation de stress en elle-même, mais de changer sa perception finalement de cette situation. Ça, c'est les deux moyens qui sont à disposition de chacun pour agir. Si on ne fait pas ça, bah, cette fois-ci, j'ai envie de dire, troisième hypothèse, bah, c'est le corps qui répond tout seul. Et là, on est dans les changements psychophysiologiques que Sabine a expliqué tout à l'heure et qui peuvent amener, si on ne, encore une fois, si on ne fait rien, bah, à l'altération de la santé jusqu'à des niveaux évidemment très graves. Voilà. Donc, si on regarde les facteurs de stress professionnels liés en ce moment, on va dire, au Covid-19, il y en a évidemment un grand nombre. Alors, ici, la liste est certainement pas exhaustive, mais il peut y avoir des facteurs liés au poste de travail. Donc, pour ceux qui sont rentrés en télétravail, bah, oui, l'ergonomie peut-être du lieu de télétravail n'est pas bonne. Est-ce qu'on a un lieu dédié ou pas? Est-ce qu'on est interrompu régulièrement ou sans cesse? Est-ce que les objectifs que l'on a sont smart, c'est-à-dire sont accessibles, sont possibles? Est-ce que comment on gère son temps, et notamment dans la gestion aussi est-ce que tout le temps de déplacement, par exemple, qu'on a gagné, est-ce qu'on l'a remplacé par du temps de travail ou est-ce qu'on a encore aussi des moments de ressourcement, etc. Est-ce qu'on a de l'autonomie ou pas dans son travail? Voilà, est-ce qu'il y a énormément de choses à traiter, sachant que bah, certains d'entre vous, hein, probablement, font aussi double boulot, si j'ose dire. Ils font leur travail et en même temps, ils sont devenus enseignants, à mi-temps, si j'ose dire, et ce qui est quand même pas simple non plus. Sur le, et puis, à l'occasion, pour ceux qui sont encore sur le lieu de travail ou à l'occasion du déconfinement, eh bien, oui, il y a bien sûr qu'il y a des peurs de contaminer, d'être contaminé. Il peut y avoir des tensions. Enfin, voilà, il va y avoir aussi un certain nombre de facteurs liés à l'endroit où on travaille. Sur les facteurs liés à l'organisation du travail, il peut y avoir bah, de la désorganisation liée à la situation actuelle, avec peut-être pour certains de l'imprécision sur les missions. Dans pas mal de sociétés, il y a des personnes qui sont au travail, d'autres qui n'y sont pas. Comment ça s'organise, tout ça.
Est-ce que les nouveaux modes d'organisation de télétravail fonctionnent bien? Est-ce que vous êtes bien équipé, pas bien équipé? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? Comment le management fonctionne par rapport à ça? Il peut y avoir des instabilités du contrat de travail et des difficultés de satisfaire aux exigences du poste, qui sont toutes des situations stressantes pour certains ou pour d'autres. Tout dépend comment, et la question c'est comment on va gérer ça. Et puis enfin, des facteurs psychologiques liés aux relations de travail avec le cas échéant, encore une fois, c'est pas vrai partout, hein, mais il peut y avoir du manque de soutien social, du manque de reconnaissance, dans certains cas des conflits, parce que quand on est sous stress, ben, on peut être plus tendu, hein, tout simplement. Hein, encore une fois, selon le mode de management aussi, est-ce qu'il est adapté ou pas adapté? Quelles sont nos relations avec les clients, les fournisseurs, les collègues, etc. Donc tout ça sont des facteurs, et il y en a encore plein d'autres, hein, mais chacun, ce qui est important, ça va être effectivement par rapport à ça, d'identifier ses propres facteurs de stress. On est dans les autres éléments également, hein, ça peut être des facteurs liés à l'environnement physique et technique, que ce soit bien sûr les, les, les horaires, les moyens matériels, les risques physiques. Ceux qui habitent notamment à Paris ou dans les grandes villes, c'est clair que le stress lié au transport prochainement, c'est quelque chose qui va exister aussi. Euh, et puis, voilà, les craintes, les facteurs liés à l'environnement socio-économique, avec des incertitudes hein, sur l'après-confinement. Est-ce que pour ceux qui sont indépendants, ben, est-ce que votre business va survivre à tout ça? Pour ceux qui sont dans les entreprises ou dans les entreprises, ben, même chose. Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou pas par rapport à l'après-crise? Et, euh, et, et globalement, quel impact ça a aussi sur la vie, évidemment, personnelle, familiale, les enfants, enfin voilà. Bref, des facteurs de stress, il y en a plein. Je vais arrêter de vous en citer tout cela. Le tout étant de savoir quels sont les facteurs qui vous concernent, vous. Voilà. Voilà. Tout à fait. Donc, l'important, c'est d'aller trouver donc nos facteurs qui nous stressent et après donc de trouver quels sont évidemment les remèdes. Alors, donc, on va d'abord faire une petite pour couper toute cette longue diatribe de Xavier sur comment fonctionne le stress, mais très intéressante. Je propose justement de faire une petite coupure, de lâcher un petit peu prise. On va faire 5 minutes, juste 5 minutes de stretching. On va se lever. Parce que je vous invite, on est tous beaucoup assis en ce moment devant nos ordinateurs. Et c'est vrai que pour préserver notre intégrité physique, notre intégrité physique, il faut essayer toutes les heures, quand on est assis, comme ça devant notre bureau, de se lever au moins 5 minutes. Il vaut mieux se lever 5 minutes toutes les heures que dire à la fin de la journée, je vais me faire 1 heure de sport pour faire fonctionner pour que notre circulation sanguine soit bonne, pour que nos articulations s'engourdissent pas, etc. Donc, on va tous se lever, décoller de notre chaise. Xavier va s'occuper de la caméra, si c'est possible. C'est possible. Pour qu'on me voit bien. Si vous voulez, vous pouvez même enlever vos chaussures. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, mais d'habitude, si vous voulez le faire, je vous conseille, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus, ça fait du bien d'abord. Et on va commencer ici d'abord debout. Donc, vous allez ici amener les bras. On va d'abord travailler à détendre ici la poitrine devant, ici étirer la poitrine et notre dos. Parce que quand on est à l'ordinateur, on est ici tout souvent comme ça, plus le téléphone parfois, et on attrape ici très mal, souvent des douleurs à la nuque et dans le haut du dos. Donc on va commencer. Vous allez inspirer et monter les bras ici de chaque côté à hauteur de vos épaules. Vous tournez vos paumes de main vers l'arrière et en inspirant à nouveau et vous serrez vos omoplates ici dans le dos. Je vais me mettre de profil. Voilà. Et on ouvre, on pousse la poitrine vers l'avant. Attention de ne pas creuser le bas du dos pour pas vous faire mal au dos. Vous serrez un petit peu vos abdos. Maintenant, vous allez expirer, vous ramenez les doigts ici, vous croisez devant et en soufflant, vous amenez le menton sur la poitrine et on arrondit le dos. On étire le haut des épaules, le haut du dos. Et sur l'inspiration,
Je repars les bras ouverts, paume de main vers l'arrière, je serre un peu les abdos et j'ouvre bien la poitrine. Et on expire, on reprend devant. Encore, on va faire encore une fois. Inspirez. Descendez bien les épaules loin de vos oreilles. Expirez. Arrondissez le haut du dos. Écartez les omoplates. Et maintenant, vous relâchez. Donc, 3 fois en tout, par exemple. Si vous éprouvez le besoin de le faire plus, vous le faites plus. Et maintenant, vous allez mettre vos mains dans le dos. Alors, dans le dos, vous mettez les mains dans le dos, vous croisez les doigts les uns dans les autres et vous poussez vos paumes de main vers le bas. Est-ce que Xavier, tu peux descendre un peu la caméra? Mais oui. Voilà, c'est mieux. Je vais mettre un peu plus loin. Donc ici, les bras dans le dos. On va travailler ici la détente, ici, du haut de la nuque, du cou. Donc, vous allez expirer, vous allez à la fois pousser vos mains dans le dos vers le sol pour bien descendre les épaules, toujours serrer un peu les abdos, et vous amenez votre oreille droite contre l'épaule gauche. Et vous sentez que ça étire le côté gauche du cou jusque dans la clavicule. Et on inspire, on remonte la tête, on relâche les bras un petit peu. Et sur l'expiration suivante, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et n'oubliez pas de bien vous concentrer sur ce que vous ressentez et sur votre respiration. Oubliez le reste et éprouvez vraiment les sensations d'étirement et sentez à votre inspiration la poitrine qui se gonfle et quand vous expirez, la poitrine qui se relâche. On fait encore une fois de chaque côté. J'inspire, je remonte. Je relâche les bras et j'expire, je pousse bien mes mains vers le sol et j'amène mon oreille droite contre l'épaule droite. Une dernière fois, on revient au centre et on va à gauche. Et on relâche. Ensuite, vous allez pouvoir mettre vos mains. Moi, je vais prendre l'échelle ici. Comme si j'avais le bureau là, hein, j'imagine. Vous mettez vos mains, vous posez vos mains ici sur le bureau. Et à nouveau, on va bien étirer la poitrine, bien la place sur le bureau. Hein. Vous n'attrapez pas le bord du bureau, vous posez vos paumes de main bien la place. Vous éloignez vos pieds de façon à avoir les bras tendus. Et sur l'expiration, je pousse ma poitrine vers le sol. Ici, toujours pour bien étirer là-dedans. Et on expire. On inspire, on reste dans la posture. Et on expire, on reprend. On inspire, restez encore dans la posture. Et sur l'expiration, vous relâchez un petit peu. Puis on le refait encore une fois. J'inspire sur place et j'expire. Je pousse ma poitrine vers le bureau. J'inspire, j'expire, je maintiens la posture. Encore une inspiration, une expiration. Et on reprend. Toujours maintenant, en tenant, cette fois-ci, vous tenez le bord de votre bureau, l'arête du bureau. Et vous allez plier les genoux et pousser les fesses loin vers l'arrière pour bien étirer le bas du dos et amener la tête entre les bras. Inspirez, expirez. On étire le dos. On reste encore 2 inspirations, expirations dans cette posture. Inspirez, expirez. Voilà, le dos est bien plat. Je pousse bien les fesses vers l'arrière. Et tout doucement, en expirant, vous revenez en arrondissant le dos et vous relâchez le bureau. Ensuite, vous allez prendre votre chaise. Dernier exercice. Parce que comme on est beaucoup assis, il faut étirer ici nos muscles ici qui sont devant, qui sont toujours fléchis dans la posture assise. Et comme ce muscle est attaché à notre bassin, il va tirer, s'il est contracté, il tire le bassin vers l'avant. Et comme le bassin il fait tout le tour, il est relié à nos vertèbres. On se coince le dos et c'est comme ça qu'on n'a pas de douleur au bas du dos. Donc vous prenez votre chaise, vous allez la tenir vous appuyez dessus sur le côté où vous prenez votre bureau, hein, vous vous mettez de profil par rapport à votre bureau. Je vais avancer mon pied droit. Vous voyez pas mon pied, mais vous mettez le pied loin devant, comme si on allait faire une fente, et on va faire une fente d'ailleurs. Et tout doucement ici, on va plier les 2 genoux
et poussez le bassin. Vous voyez mon bassin? Poussez votre bassin ici vers l'avant pour sentir sur le haut de votre cuisse et le quadriceps un étirement du muscle ici à l'avant de notre jambe. Le quadriceps et le muscle à l'avant de la jambe. On inspire, on expire, on maintient la position, on pousse le bassin vers l'avant. On reste 3 inspirations, expirations dans la posture, puis vous ramenez le pied gauche, le pied arrière, et puis vous changez de côté. Vous reculez votre pied droit cette fois-ci, et vous pliez à nouveau les 2 genoux, et je pousse ici vers l'avant mon bassin. Voilà, ça va mieux. Et vous inspirez, vous expirez 3 fois dans cette posture. Inspirez, expirez, soufflez bien, et vous revenez. Et vous le faites 2 fois de chaque côté. On le refait encore avec le pied gauche derrière. On reste 3 inspirations, expirations. On pousse bien ici sur le bas du dos. Inspirez, expirez. Sentez l'étirement à l'avant de votre cuisse, sur le haut de la jambe. Et revenez sur l'expiration suivante. Et une dernière fois, ici, jambe droite derrière. Allez, on pousse. Inspirez, expirez, encore, on pousse bien, et revenez. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir se rasseoir. On s'est un peu changé les idées et on vient à notre sujet sur le stress. On réaborde avec un peu plus de clairvoyance le sujet. Et donc, Alors, oui, pendant ce temps, je regarde un petit peu les questions. Il y a Uta demande si, voilà, j'imagine que les signaux s'aggravent graduellement. Comment les repérer en état de stress, d'alarme, où on n'a pas possiblement la capacité de réfléchir sur ces signes? Donc, je vais apporter ma réponse, puis Sabine, tu compléteras, mais c'est tout l'intérêt, effectivement, d'être formé à la gestion du stress, c'est-à-dire de pouvoir soi-même, à partir du moment où on a pris la mesure, enfin la prise de température avec le test ou le ressenti simplement, derrière d'avoir ce guide qui permet de dire, bah voilà, est-ce que j'ai ça comme symptôme ou pas? Et donc, et en tant que coach, si vous accompagnez quelqu'un, bah, c'est effectivement de lui présenter les symptômes possibles, comme l'a fait Sabine, et la personne sait ce qu'elle a, hein, et elle va pouvoir l'identifier. Effectivement, quand on est sous stress, on y voit plus clair soi-même en général, hein. Donc, c'est là où effectivement c'est dans l'échange et dans la. Et puis on peut avoir aussi tel symptôme d'ailleurs qui particulièrement qui est lié à une maladie qui n'est pas forcément liée au stress. Donc faut là où c'est lié au stress, c'est quand effectivement c'est pas habituel, quand c'est quelque chose qui est en dehors en dehors de voilà des symptômes que vous pouvez avoir liés à une maladie par exemple. Voilà. Une autre question, Sabine, pour toi, pourquoi répéter 3 fois chaque mouvement? oui, alors pourquoi 3 fois? C'est parce que le muscle a besoin donc d'une répétition pour s'étirer. Et donc d'ailleurs, pour ça, je précise bien qu'on expire sur l'étirement pour essayer de le favoriser encore mieux et éviter de se faire mal. Donc voilà, pour 3 fois parce que il faut la première fois le muscle s'étire un peu, mais à chaque fois il va s'étirer un petit peu plus. Voilà, c'est la répétition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoute, pour le moment, alors on va reprendre le cours de notre webinaire avec la carte du Oui. stress, qui est un outil facile à faire et qui est très puissant. Voilà, bah là aussi, si on a du mal à justement à détecter ces symptômes de stress, ça peut être aussi un moyen de visualiser si on a un déséquilibre. En fait, le principe de la carte du stress, c'est de trouver si on a suffisamment de ressources, de choses qui nous ressourcent en énergie et par rapport au nombre de choses qui nous
demandent de l'énergie. Donc en général, quand on est stressé, c'est qu'on a beaucoup plus de choses qui nous demandent de l'énergie et que on a de choses qui vont nous permettre de se ressourcer, de recharger les batteries en fait. Donc pour ça, donc la carte du stress, vous pouvez prendre un papier, un crayon, si vous suppose que vous en avez à portée de main. Vous allez faire au milieu de la feuille un cercle et mettre moi. C'est vous. C'est pas toi. Moi, vous-même. Oui. Vous mettez votre prénom ou je, enfin voilà, ce que vous voulez. Et autour, on va faire comme un soleil. Vous allez aujourd'hui mettre tous les événements, vous allez citer tous les événements ou les personnes, les activités, soit que vous faites aujourd'hui, ou les personnes que vous rencontrez, avec qui vous êtes, ou avec qui vous travaillez, etc. Donc vous mettez tout ça autour. En fait, toute votre, entre guillemets, votre vie à la fois privée et professionnelle, les deux. Et ensuite, vous allez faire des traits entre ces personnes, ces événements, ces actions, ces tâches, ces activités, et vous faites des traits. Alors, si vous n'avez pas de crayon de couleur, là, vous voyez des traits de couleur sur l'écran, mais si vous n'avez pas de crayon de couleur, c'est pas grave. Les traits rouges, c'est ce qui vous demande beaucoup d'énergie. Et vous allez mettre donc à ce moment-là un trait pointillé. Donc un trait, des petits points, un trait en pointillé, des petits Ou points. du rouge si vous avez Ou du rouge. si vous avez du rouge. Donc ce qui vous demande beaucoup d'énergie, ce qui vous demande beaucoup d'efforts, ou qui vous rase entre guillemets, vous faites vraiment avec des pieds de plomb. Par Oh, exemple, dans oui, l'exemple que vous avez sous les yeux, bah, il peut y avoir des inquiétudes liées à à la santé à la santé d'un de proches, proche. par exemple. Il peut y avoir une difficulté relationnelle avec son supérieur hiérarchique, par exemple. Il peut y avoir une incertitude sur l'avenir professionnel. Il peut y enfin, évidemment, la carte, ça c'est un exemple que vous avez sous les yeux. Cette carte, elle est personnelle. Chacun a sa propre carte, hein, bien évidemment. Voilà. Ensuite, deuxième trait, toujours qui demande de l'énergie, mais moins. Donc c'est les traits en orange. Et là, vous allez les mettre en tiret. C'est pas un trait plein, c'est des traits discontinus en tiret. Si vous n'avez pas de crayon de crayon de couleur différente. Et le troisième, c'est au contraire, ce sont les personnes, les activités, les tâches, les relations qui vous ressourcent et qui vous apportent de l'énergie, qui vous détendent, qui vous permettent de lâcher prise. Donc là, on a mis par exemple la lecture, on a mis le jardinage. Ça peut être aussi, il peut y avoir une personne ou une chose qui vous à la fois qui vous prend de l'énergie et qui aussi vous en apporte à d'autres moments. Je prends l'exemple eh ben de la vie à la maison en ce moment familiale. À la fois, il y a des moments, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu si longtemps, souvent ensemble, des moments très sympas de repas, de discussions, etc., de jeux. Puis il y a d'autres moments où vraiment le bordel le désordre de mon fils ou Ah oui, de mon mari, etc. J'en ai marre de ces affaires qui traînent partout. Je passe mon temps à ranger, etc. Donc, un exemple tout à fait hypothétique, voilà. hein. Donc, c'est des exemples tout à fait hypothétiques, effectivement. Mais vous voyez, dans l'exemple là, de la carte du stress qui est présentée là, j'ai laissé exprès sortir entre amis. Donc avant, ça pouvait être quelque chose qui était évidemment déstressant pour cette personne-là. Mais sauf que pour le moment, c'est pas possible. Donc ce trait vert là, il a été supprimé en quelque sorte. Il n'y en a plus. De même que peut-être le vélo dimanche matin avec son fils, même chose. Il y en a plus. Donc la situation actuelle, c'est ça qui est la carte du stress, elle présente la situation à un moment donné. La situation actuelle, on voit bien qu'avec le confinement, il y a forcément des facteurs déstressants habituels qui ont été supprimés, en quelque sorte. Mais il y en a d'autres, qui ont pu apparaître, hein. Alors, vous savez, je propose qu'on laisse 2 minutes de silence pour les laisser faire leur carte de Très bien. stress tranquillement.
Vous n'aurez pas le temps de la finir, mais c'est pas grave, vous y reviendrez. Attends, je vais prendre un peu d'eau aussi. Bon, je vous propose qu'on continue. Vous pourrez reprendre cette carte après tranquillement et de façon régulièrement vérifier. Alors, maintenant, vous allez compter les traits qui sont soit en pointillé ou rouge et les traits qui sont soit en discontinu tiret ou orange. Vous comptabilisez les deux. Vous faites la somme de tout. Et ensuite, vous regardez combien de traits pleins vous avez ou de traits verts. Pour être dans une situation, on va dire, non stressante, il faut au moins avoir l'équilibre entre ce qui me stresse beaucoup ou plus un peu, on va dire plus et les traits verts, donc autant de vert que de orange plus de rouge. Et si possible, même si vous avez un peu plus de vert, alors là, vous êtes vraiment au top, vous n'êtes pas stressé, vous avez de quoi faire face au stress en tout cas. Et par contre, si vous avez plus de traits orange ou rouge ou pointillés plus traits tirés, bah là, il faut essayer justement soit de diminuer ce nombre de traits qui vous prend de l'énergie, de trouver un moyen, on va vous expliquer encore par la suite comment, ou d'augmenter les traits qui sont en vert ou plein. Voilà, ça c'est le principe de la carte du stress. Ce qui est clair quand même, c'est quand vous faites cette carte, alors, pour ceux qui ont un niveau de stress 4 ou 5, probablement, vous avez plus de traits orange et rouge que de traits verts. Et quand on accompagne des personnes qui sont en stress, ben, il se peut que, en faisant cet exercice-là, eh bien, la personne n'ait plus aucun trait vert. Et donc, c'est déjà une prise de conscience qui est très forte, en fait. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement travailler sur les actions à mettre en œuvre pour retrouver des traits verts, si j'ose dire, des traits des traits pleins, si on prend, si vous n'avez pas de couleur. Et ça va être dans le questionnement, avec effectivement la personne. Donc, qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre? Qu'est-ce que tu faisais qui te ressourçait, qui te donnait du plaisir auparavant? Bah, moi, avant, je jouais, je sais pas quoi, au basket avec des copains ou au rugby, ou que sais-je. D'accord? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer faire par rapport à ça? Enfin, voilà. Et de rentrer par une démarche de pas à pas sur finalement la réintroduction de sujets, de thèmes, d'équilibre qui vont permettre de compenser euh, les, les sujets stressants. De même qu'on va pouvoir effectivement travailler sur les sujets stressants en intervenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur les facteurs, les demandes internes, les demandes externes, les ressources internes, les ressources externes. Sabine? Oui, il y a une question, une personne qui a posé une question. Je pense qu'on y a répondu, la question a dû arriver après. On peut mettre deux traits de différentes couleurs vers une personne, point d'interrogation. Oui, Cela dépend des moments. oui, Bah oui, c'est ce que c'est ça. j'expliquais. Donc, avec en ce moment la situation familiale à la maison,
Parfois, il y a des personnes on est très content d'être en famille, et puis d'autres moments où ça nous prend la tête. Voilà. Donc, je pense qu'on a répondu. Ok. Donc face au stress, il y a deux façons de faire, hein. La première, c'est je subis. Bon, et la réponse, au final, on l'a expliqué. Si je ne fais rien, ben, la réponse c'est le corps qui va l'apporter tout seul. Et puis la deuxième possibilité, c'est je dis stop et j'agis. Et là, on a donc un certain nombre de moyens de, de travailler sur ce sujet. Donc premier point, hein, c'est euh, repenser à la situation de stress et faire le lien entre euh, finalement cette situation, les signaux du stress, les besoins insatisfaits, c'est-à-dire que s'interroger sur tiens, qu'est-ce qui n'est pas satisfait dans mes besoins actuels? Et question suivante, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour répondre à ce besoin? Euh, Prendre un exemple, hein, si j'ai besoin de reconnaissance, par exemple, je prends cet exemple-là, regarde ce que j'ai cité tout à l'heure, et que je n'en ai pas, mais rien n'empêche d'aller le solliciter, le demander. Car si je ne le demande pas, c'est pas que la personne ne veut pas forcément en donner, c'est qu'elle n'a pas ça en tête et en tous les cas, elle n'a pas conscience de votre besoin sur ce sujet. Donc ça va être apprendre aussi à demander, enfin, à agir en fait pour avoir des réponses sur son besoin, sur ses besoins. Mais on va regarder un certain nombre d'exemples. Le premier point finalement d'action est le plus, comment dire, le plus fréquent, si j'ose dire, c'est d'abord d'agir sur soi-même, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle ici là, les demandes internes, les drivers. Parce que on a tous, en fait, des croyances, on a tous et sous stress, en fait, on a euh, les drivers qui agissent. Alors, c'est quoi les drivers? Ils sont hérités de notre éducation, hein, ça vient de notre enfance. Et un enfant, en fait, pour être aimé, pour être, comment dire, ouais, enfin, recevoir de l'affection, c'est ce qu'il attend, évidemment, eh bien, il va se conformer, en quelque sorte, à ce qu'il perçoit comme étant une demande de la part de, souvent des parents, mais ça peut être le grand frère, la grande sœur, enfin bref, de son environnement proche. Et euh, il va agir en fonction de ce qu'il perçoit comme attente. Alors ça marche, et ça a marché, puisque si on se conforme à cette attente-là, eh bien, l'enfant se retrouve, dans la plupart du temps, bien évidemment, mais se retrouve nourri de cette affection. Quand on grandit, finalement, le cerveau, automatiquement, c'est pour ça que c'est du pilotage automatique, c'est complètement inconscient, le cerveau va remettre en place, en quelque sorte, une stratégie qui a fonctionné quand on était plus jeune, quand on était plus petit. Et donc, on va automatiquement remettre en fonction ce mode de comportement que l'on a eu pour répondre à l'attente au message contraignant, au message délivré par son environnement proche. Euh, et si on ne le connaît pas, bah ça se fait tout seul, à notre avantage ou à notre détriment. On ressent cinq drivers principaux qui sont le soi parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Et ces drivers-là, ils sont activés au moment du stress. Donc, ils sont à la fois facteurs de stress et ils sont accélérateurs de stress, si j'ose dire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien les connaître. Alors, évidemment, là, je vais pas rentrer dans le détail complet des drivers, puisque en soi, vous voyez, c'est une séance de coaching pleine, hein, de connaître ces drivers et de travailler sur ces drivers. Mais quand même, je vais donner quelques éléments, partager quelques éléments avec vous pour la plupart des coachs, je pense, connaissent, mais le lien, en tous les cas, l'action sur le driver, c'est vraiment essentiel dans la gestion du stress. Donc, premier point, premier exemple, le soi parfait. Donc, soi parfait, c'est l'injonction parentale, hein,
Ça vient, allez, moi je l'explique simplement comme ça. Vous êtes enfant, vous revenez de l'école très content avec un 15 ou un 16 sur 20, et puis vous êtes accueilli par le papa ou la maman qui dit mais pourquoi t'as pas 20 ou combien le premier de la classe. Et donc là, on génère le fait de dire bah tiens, si je veux me conformer, si je veux faire répondre à l'attente parentale, bah, il faut que j'arrive avec un 20. Et ça, les soi parfaits, entre guillemets, connaissent finalement deux notes. Ah, ceux qui ont ce driver-là, évidemment, ils vont raisonner par rapport à ce que je dis. Ils connaissent le 20 ou le 0. Entre les deux, on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, ce driver-là, c'est votre demande interne, là, si vous l'avez, qui vous dit il est important de tout faire parfaitement. Évidemment, ça entraîne du stress parce que la surqualité, bah, c'est un écueil. D'une part, c'est problématique. Et puis, ça prend du temps. Vouloir toujours trop bien faire prend trop de temps. Donc, c'est stressant parce que vous ne pouvez pas forcément tout bien faire dans le temps imparti. Alors ça entraîne effectivement de l'anxiété, bah, les soins parfaits peuvent être des gens pointilleux, très exigeants évidemment pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, donc ils peuvent être fatigants et internels et tout le temps, enfin éternels insatisfaits. Alors il y a des niveaux différents, il faut bien comprendre, de drivers, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir les mesurer. Mais quoi qu'il en soit, il faut travailler sur son antidote, c'est-à-dire, là en l'occurrence pour le soi parfait, c'est soit réaliste. Alors ceux qui ont ce driver-là, je leur invite à noter cette petite phrase. Être réaliste, c'est j'accepte d'être parfaitement imparfait. Donc parce que en fait le monde ne peut pas être parfait. C'est un leurre, c'est une croyance, voire même c'est son imperfection qui le rend formidable. Eh bien, être réaliste, c'est ça, c'est accepter en fait l'imperfection, mais parce qu'en soi, c'est une certaine perfection. Donc ça peut aider. Le soi fort, soi fort, c'est je vais reprendre l'exemple de l'enfant qui commence à faire du vélo. Alors forcément, on démarre avec les petits trous, et puis à un moment donné, hop, on enlève les petits trous, et l'enfant bah, démarre, et puis il tombe, il se fait mal, ça saigne, il pleure. C'est assez logique. Bon, et s'il voit le père ou la mère qui dit allez, t'es pas une femmelette, remonte sur ton vélo et puis en avant, eh bien il va générer ce soi fort. Alors, ce soi fort, c'est je dois pas montrer mes faiblesses. Je dois, au final, c'est je dois me débrouiller tout seul, je dois montrer que je suis fort. Et je dois me débrouiller tout seul. Évidemment, ce qui est les soins forts, du coup, ils abandonnent jamais, ils vont au bout. Donc renoncer pour eux serait accepter de ne pas pouvoir, et ça c'est pas difficile, c'est difficile pour eux. Mais le risque aussi, c'est de se charger les épaules jusqu'à l'épuisement. L'image, hein, ayant en tête l'image du chêne et du roseau, bah, dans la tempête, le roseau plie, mais le chêne, lui, il était apparemment indestructible, puis poum, tout à coup, il casse. Donc sous stress, le soi fort peut être intolérant, de mauvaise foi, fermé, rigide. Ben l'antidote, là, c'est soi ouvert, c'est ac- accepte l'idée de demander de l'aide. Ce n'est pas être faible que de demander de l'aide. Se montrer sa vulnérabilité n'a jamais été une faiblesse. C'est un gros travail aussi sur soi pour, euh, comment dire, se débarrasser ou maîtriser ce soi fort. Le dépêche-toi, il est important d'agir sans perdre de temps. Sabine me dit dépêche-toi d'ailleurs. Donc, bah voilà, supporte mal l'attente. Dépêche-toi, en fait, ils veulent tout. C'était pas, bah, dépêche-toi, tu vas rater le train. Dépêche-toi de venir à table. Dépêche-toi de prendre ton masque. C'était ça. Hein. Donc l'idée, c'est de dire tiens, si je me dépêche, je vais savoir tout faire. Bah, d'ailleurs, on me les reconnaît parce qu'ils sont en retard, parce que finalement, ils veulent faire plus dans un temps qui est pas suffisamment grand. Donc, avec une difficulté de se relaxer, etc. Et bon, sont des personnes qui peuvent être au moment donné survoltées, suractifs, dépressifs. Moi, je pense un bon archétype du dépêche-toi, c'est Donald Trump, hein, qui tweet hop très vite avant d'avoir fini de réfléchir et puis après qui retweet dans l'autre sens. Et bon, bah là, l'antidote, c'est gère ton temps. Comment accepte l'idée de donner le temps au temps, en quelque sorte, parce que faire vite, c'est pas forcément faire bien.
Et faire 2 fois vite, c'est pas faire 2 fois bien. C'est même en général plutôt l'inverse. Fais plaisir. Fais plaisir à papa, fais ceci, va voir ta grand-mère, fais plaisir à maman, viens mettre la table, etc. Donc je génère le comportement. Il est important d'être gentil avec tout le monde. Et je fais plaisir, donc je dis oui en fait à tout le monde. Pourquoi? Parce que en échange de ça, on m'aime en fait. C'est ça la croyance. Sauf que c'est pas vrai. On peut faire plaisir à des gens, mais c'est pas pour ça qu'ils vont vous aimer en échange. Donc, donc il faut dire non, c'est risquer de déplaire, mais accepter de déplaire à quelqu'un parce qu'on lui a dit non, c'est le travail sur lequel qu'il faut entamer. La crainte de décevoir étant souvent plus forte que la raison, effectivement, c'est ça qui cause du stress au fait plaisir. Mais dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même, c'est-à-dire c'est de passer après, quoi. Or, il est juste aussi de s'occuper de soi, de son équilibre. Donc voilà, donc l'antidote, là en l'occurrence, c'est pense aussi à toi. Et c'est un travail important. Au passage, 3 questions. Je vous invite, si vous avez ce driver-là, fait plaisir, qui sont clés et qui sont, enfin entre guillemets, j'allais dire qui peuvent sauver des personnes. J'ai accompagné des gens qui avaient des faits plaisir très très élevés. Euh, ces questions-là, elles sont sur leur ordinateur, elles sont sur leur mur. 3 questions. La première à se poser. La première, c'est est-ce que j'ai envie de répondre à cette demande? Est-ce que j'ai envie de répondre à cette demande? Notez-le. Deuxième question, est-ce que j'ai les moyens de répondre à cette demande? Est-ce que j'ai les moyens de répondre à cette demande? Et troisième question, est-ce que j'ai les compétences pour répondre à cette demande? Ces 3 questions-là, les faits plaisir ont vraiment intérêt à se les poser. Et s'il y a une seule de ces questions-là où la réponse est non, eh bien, pling, mettez-vous en alerte par rapport à votre driver fait plaisir. Parce que ça peut vous emmener dans des situations qui sont, j'en ai connu pas mal avec certains clients qui sont, sinon dramatiques, du moins très très gênants. Voilà. Et puis le dernier, fais des efforts. Là, c'est l'enfant qui on dit, bah voilà, si tu fais un effort, tu pourrais, si tu travailles un peu plus, tu pourrais avoir 10, fais un effort, tu pourrais faire ranger ta chambre, fais un effort, ça. Bon, pour l'enfant à ce moment-là, il entend que finalement l'effort c'est plus important que le résultat. Et donc euh, réussir n'est pas intéressant pour ces personnes-là. Pour eux, ce qui est important, c'est de montrer qu'ils vont déployer énormément d'énergie pour faire des choses. Euh, donc ils peuvent être contestateurs à l'heure, voilà, et surtout perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire même réussir des choses, enfin qui sont faciles, entre guillemets, ça les intéresse pas vraiment. Et donc c'est un vrai problème, hein. Ça peut même entraîner du sabotage. Donc là aussi, l'antidote, ça va être réussi à ta mesure. Et là, ça va être aussi d'un accompagnement, évidemment, personnel pour travailler là-dessus. Voilà, de façon, je suis désolé, très rapide, les drivers, c'est un sujet tellement important qu'il mérite enfin, vraiment d'y travailler chacun, hein, pour soi. Il y a beaucoup de coachs parmi vous, donc je pense que vous devez connaître cela. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, vous travaillez dessus au travers d'un questionnaire, hein, tout simplement, qui existe et qu'on peut voilà, si vous voulez aller plus loin, venez vers nous pour pouvoir d'abord mesurer ces drivers, les connaître et, euh, et pouvoir intervenir dessus. Alors, on va faire un petit sondage, justement. Voilà, Sabine, est-ce que tu peux lancer le sondage? Il est où dans le sondage? Ils sont plus là. Tiens, ça c'est embêtant. Euh, Comment ça se fait que le sondage a disparu? C'est pas grave, je m'en occupe du Ouais, fichage. ok. Ah, Sondage, voilà. Le sondage. Le deuxième, non, sélectionne la question. Voilà. Alors, Vas-y. voilà. Et lance. Voilà. Voilà, on lance un petit Donc, sondage. selon vous, combien de drivers sont actifs chez vous par rapport à ce que je vous ai expliqué? Soit parfait, soit fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Parce que, oui, bien entendu,
enfin, je vous ai expliqué les cinq, mais on est une combinaison de ça, hein. Certains ont zéro driver actif. Alors, dans les analyses qu'on fait, c'est un questionnaire, hein, et le maximum de points, on va dire, par driver, c'est 40, hein, ça va entre 0 et 40. On estime qu'au-delà de 20, le driver est actif, c'est-à-dire que il est, il correspond à des croyances que vous avez encore en quelque sorte et qui peuvent être gênantes. Voilà. Donc vous êtes en train de répondre. Alors, apparemment, il y en a quelques-uns où le sondage ne fonctionne pas. Je ne parviens pas à cliquer. Alors, je ne sais pas si je ferme et je Non, 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 rouvre. non, non, Non. non. Non, non, bah, enfin, la moitié Ah, ça va être sur votre appareil parce que la moitié ont voté, donc bah oui, il y a là monde on qui arrive à peut voter. malheureusement pas faire grand-chose pour vous. Uhum. Ok. Bon, alors les résultats là du sondage. euh, Ah, il faut ah passer voilà, en mode fenêtre. très bien. Merci c'est Carole, je crois, qui a dit il faut passer en mode fenêtre pour pouvoir accéder au sondage. Donc mode fenêtre, c'est en haut, vous faites chat, je pense, c'est ça, et Ah oui, pas plein écran. c'est pas en plein écran. Du coup, je vais attendre encore un tout petit peu. Ah voilà, ouais, vous êtes un certain nombre à avoir trouvé le moyen de répondre maintenant. Ok. Alors, les résultats, vous êtes 8% à avoir un seul driver. Moi, je suis dans ce cas-là, d'ailleurs. Enfin, sauf que j'ai pas répondu. Mais, voilà. Vous êtes 36% à avoir deux drivers actifs, selon vous, hein, selon votre analyse. Soit parce que vous le connaissez, soit pas, soit selon votre perception des choses. 42% à avoir trois drivers actifs. 6% à avoir quatre drivers actifs. Et 19%, et là, je suis assez étonné, hein, enfin, à avoir cinq drivers actifs. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que plus on a de drivers actifs, effectivement, plus c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que c'est important de vraiment y travailler. Pourquoi? Ben, je vais dire très simplement, hein. Imaginez que vous soyez, je vais prendre une combinaison, je rencontre souvent quand même, soit parfait, soit fort, fait plaisir. Et puis alors, si vous mettez en plus dépêche-toi, enfin même déjà soit parfait, soit fort, fait plaisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, vous êtes quelqu'un qui aime la perfection, qui a du mal à demander de l'aide et qui sait pas dire non. Enfin, je suis un peu caricatural en disant ça, mais du coup, qui prend énormément sur soi. Euh, et alors, pardonnez-moi de le dire aussi brutalement, mais vous avez le profil du candidat ou de la candidate au burn-out. Faut être clair. Et donc, c'est très important de travailler sur ces drivers, hein. Les personnes que j'ai accompagnées enfin, depuis 8 ans et notamment qui étaient en situation de stress avancé avaient souvent effectivement euh, 3, 4 drivers actifs. Alors 5 personnels actifs, c'est-à-dire au-delà de 20, j'ai jamais vu. Ben, même on peut avoir tous les drivers, mais au-delà de 20, c'est là où où il est important vraiment de travailler sur ses croyances et de remettre en cause un certain nombre de choses. Ok, merci pour ce partage. Euh, on va, faut que je l'enlève Je l'ai fait. pour fermer ce panneau. Voilà. Ok. Alors, on a vu ce point-là. J'y suis resté plus longtemps parce que c'est vraiment un point essentiel et sur lequel chacun est invité à travailler, les demandes internes. Mais on peut aussi agir évidemment sur trois autres plans.
d'une part, les ressources externes, euh, où est-ce que je peux aller chercher en fait des ressources supplémentaires? Pour ça, il va falloir les demander, hein, sinon il est possible qu'elles n'arrivent pas toutes seules. Les demandes externes, les charges que l'on reçoit. Donc là, évidemment, vous imaginez bien que la solution, ça va être de pouvoir poser ses limites, euh, de négocier un étalement peut-être dans le temps de cette charge, ou simplement dire, ben, apprendre pour certains, non, non pas à dire oui et pas forcément à dire non brutalement, mais toute l'échelle de réponses qu'il y a entre oui et non. Quand je fais travailler des clients sur ce sujet, certains ne savent pas ce qu'il y a entre oui et non. Et pourtant, dans une échelle entre oui et non, il y a plein de choses en disant oui, mais pas tout de suite, oui à condition que, oui si, non sauf si, non à moins que, etc. Donc il y a toute une palette, on va dire, de réponses qui existent entre oui et entre non. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et puis enfin, les ressources personnelles, c'est-à-dire les compétences. En quoi je peux me former pour avoir le niveau qui est attendu, on va dire, pour développer les compétences attendues pour pouvoir gérer cet écart entre les attentes et ce que je suis capable de réaliser. Et bien sûr, poser ses limites, bah, enfin, il y a différents moyens hein, de travailler. Moi, celle que j'utilise le plus souvent, que je trouve vraiment tout à fait pertinente et intéressante, c'est la méthode de la communication non violente, avec 4 étapes à respecter pour s'exprimer euh, avec empathie vis-à-vis de la personne à qui on s'adresse, mais également dans le respect de soi-même et dans le respect des autres. Et ces 4 étapes qui sont enfin là aussi, qui nécessite d'y travailler hein, au travers d'une séance plus approfondie que ce qu'on fait là, qui est très formel, mais c'est l'observation des faits, partir toujours des faits. Alors qu'on peut partir simplement sur de la personne en disant tu ceci, tu cela, déjà on démarre mal. Si on parle des faits, les faits sont là et ils sont ce qu'ils sont. Ensuite, d'apprendre à exprimer son émotion, l'émotion ressentie. L'émotion ressentie, ce n'est jamais une critique de qui que ce soit, ça vous appartient. Donc là aussi, et c'est une information que vous donnez. Donc savoir apprendre à parler de ses émotions et de les partager, c'est quelque chose d'essentiel. Puisqu'à partir de là, c'est comme ça que vous allez pouvoir exprimer un besoin. Rappelez-vous, euh, ce que je disais tout à l'heure, souvent, c'est des questions de besoins qui sont non satisfaits. Eh bien, si vous n'exprimez pas votre besoin, il n'y a aucune raison que les autres aillent le deviner à votre place, très souvent. Donc, exprimer le besoin, c'est la troisième étape. Et pour arriver enfin à une demande qui est formulée simplement, sans que cette demande n'enclenche de, de réaction négative. Alors, exemple, hein, quand tu me demandes de continuer chez moi mon travail comme si j'étais au bureau, ça c'est les faits. J'ai peur de mal faire, ça peut être, voilà, ça c'est une émotion, hein, la peur. J'ai juste besoin d'être rassuré de savoir que c'est OK pour toi. Donc là, c'est le besoin de reconnaissance qui est exprimé là, avec de rassurance. Et je te propose qu'on fasse un point formel chaque lundi matin. Voilà la demande. Si vous démarrez par la demande de est-ce qu'on peut faire un point chaque lundi matin, vous pouvez avoir comme réponse, bah non, attends, moi le lundi matin, j'ai pas le temps. Et du coup, partir sur un mauvais, comment dire, un mauvais pas de communication. Alors, il y a d'autres méthodes, hein, DESC, FASC, la CNV, la communication non violente, qui sont à peu près dans la même logique, mais qui partent toujours voilà, les faits, les conséquences des faits ou l'émotion ressentie, l'expression du besoin et la demande. Et c'est comme ça qu'on peut poser ses limites et traiter donc le sujet sur les charges, par exemple, ou sur les ressources que l'on comment dire que l'on sollicite. Alors, je vais continuer, je vais prendre le relais. On avait vu qu'il y avait encore un autre levier qui est le levier de la réévaluation donc cognitive de la situation, c'est-à-dire de reformuler sa vision des choses différemment.
Et effectivement, pour ça, donc il y a un outil qui est très utile et qui s'appelle donc le cercle des préoccupations et les cercles d'influence. En fait, le cercle de nos préoccupations, il faut savoir que ce cercle, bah, on met dedans effectivement tout ce qui aujourd'hui nous cause des soucis, du stress. Bon, bah aujourd'hui, on a évidemment le confinement, on a le manque de liens sociaux, donc l'impossibilité de voir qui on veut, quand on veut, à autant qu'on veut. L'incertitude sur la durée de ce confinement ou comment va se passer le déconfinement, enfin bon, euh, toutes les perturbations au niveau calendrier, donc comment vont se passer donc nos vacances, peut-être qu'on avait des communions, des mariages, des anniversaires de prévus, enfin et qui peuvent pas se faire, qui sont reportés, enfin après, donc il y a au niveau, bon évidemment professionnel et au niveau entreprise, bah, pour beaucoup, c'est une période où on a dû réorganiser notre travail, où on n'a pas pu travailler comme d'habitude, donc évidemment moins de chiffre d'affaires, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là. Après, ça peut être aussi même la météo, hein, le beau temps, le mauvais temps, enfin toutes ces choses-là qui font partie de nos préoccupations du jour. Et le problème, c'est que ce cercle, et malheureusement, plus on est dedans, et ben, plus on va trouver de choses qui nous préoccupent et il va grossir. Euh, donc, ça va pas du tout arranger notre état de stress. Il grossit, il grossit. Mais il y a un moyen, en fait, de le réduire, ce cercle des préoccupations. Et c'est justement d'envisager les choses différemment. Parce que pour finir, on peut agir dessus. Il suffit juste de prendre un peu de recul et de voir les choses différemment. C'est le cercle d'influence. Ce cercle d'influence, c'est ce qui va nous permettre peut-être d'être confinés moins longtemps. Ça va être aussi ce qui va nous permettre peut-être de faire de faire du chiffre au niveau professionnel, d'avoir de nouveaux clients, de travailler, de trouver de nouveaux marchés entre guillemets, de nouvelles façons de travailler. Comme enfin moi je prends mon propre exemple en tant que coach sportif. C'était terminé. Je pouvais plus faire de cours, aller chez les gens soit en individuel ou de cours en collectif, pas possible, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Et ben je me suis mise aux vidéos. La première chose que j'ai faite dès que j'ai su qu'on allait être confiné, c'est que j'ai vite commandé une caméra, un pied, et puis ben, je me suis formée à faire des montages vidéo, à me prendre en vidéo, et j'ai fait tous mes cours en vidéo et en live depuis 2 mois. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à influencer ces contraintes qui nous tombent dessus et qui peuvent être vraiment stressantes. Parce que si je n'avais rien fait, bah évidemment, j'avais plus de revenus pendant 2 mois. Donc voilà. Et effectivement, donc il y a ces cercles d'influence. Et ben, ce qui est bien, c'est que quand on commence à mettre un pied dedans, on trouve plein de solutions et il y a beaucoup de moyens pour justement donc enfin, reprendre le guidage des choses et de pouvoir donc diminuer ce cercle des préoccupations. Donc il y a évidemment tout ce qui est aussi les pratiques pour lâcher prise, s'occuper de soi. Donc il y a la relaxation, la méditation, il y a le pilate, le yoga, le qigong, toutes les gym douces, pour se recentrer, s'ancrer, et puis surtout donc lâcher prise, laissez pas les mauvaises idées, les soucis nous envahir 24 heures sur 24. Il faut pouvoir, bah, on revient sur cette fois-ci je refais le lien avec la carte du stress. Il faut retrouver donc un moyen de se réénergiser. Après, il y a aussi donc si on peut pas faire de cours, il y a des applis. Si on peut pas aller se déplacer ou faire venir quelqu'un chez soi, il y a des applis comme en méditation, particulièrement que j'aime, qu'on affectionne beaucoup, Xavier et moi, c'est Petit Bambou. Bon, on peut faire de la cohérence cardiaque, de la relaxation en vidéo. Enfin, aussi, il y a des cours donc en vidéo. Donc, moi, j'ai
du coup, j'ai créé ma propre chaîne YouTube. On trouve toutes sortes de cours maintenant. Là, ça s'est développé à fond. Et puis donc, ensuite, on va pouvoir reprendre, là, heureusement, on va pouvoir reprendre quand même à partir, pour certaines personnes, à partir du 11, des activités physiques en extérieur. Et puis il y a aussi, on n'est pas obligé de faire des cours, de suivre des vidéos, c'est simplement prendre du bon temps pour soi, que ce soit s'occuper de soi-même physiquement, et prendre du temps à soi seul. Il faut accepter parce que c'est pas parce qu'on est confinés tous ensemble qu'on va toujours être tous ensemble tout le temps. Il faut accepter que les uns et les autres puissent s'isoler et vaquer à leurs propres occupations, à leurs propres envies. Donc ça peut être écouter de la musique, faire des puzzles, lire, faire de la cuisine, bricoler, donc jardiner, après, faire donc en famille aussi quand même des choses comme les jeux. Nous, on a fait des karaokés, on a fait enfin, on a dansé, on a chanté, enfin, euh, et puis maintenant, on va pouvoir surtout aussi aller plus loin, aller revoir notre famille un peu plus éloignée. Et, euh, et puis reprendre aussi donc sur le confinement un peu de bon temps. Voilà. Olivier va nous Ah, expliquer ça. oui. Donc ce qui va être, enfin, ce qui est très important, vous l'avez vu dans cette gestion du stress, ça va être, c'est aussi de gérer ses émotions. Alors j'aime bien moi cette image, hein, c'est l'image de on va dire l'ascenseur émotionnel, hein, ce par quoi le confinement peut nous faire passer entre la joie, la colère, le dégoût, la tristesse, la surprise, la peur, et hop, et puis on tourne comme ça. On a connu ça au moment du confinement et probablement on va refaire un tour, j'ai envie de dire, de manège à l'occasion du déconfinement. Euh, je vais aller très vite là-dessus parce que je vois que le temps passe, mais quelque part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une courbe du changement multiple. Cette courbe du changement, elle démarre ici à gauche, hein, par un choc, par le déni, et puis on voyage comme ça au long de cette courbe, dans le temps. Chacun a son rythme, et en traversant en quelque sorte un certain nombre d'émotions qui peuvent être la colère, qui peuvent être la peur, hein, l'angoisse de repartir au travail, là pour le coup, enfin l'angoisse d'être confiné, et puis ensuite il va rebelote au moment du déconfinement, c'est-à-dire qu'on finalement on va voyager, c'est comme si on avait plusieurs courbes du changement qui se succédaient les unes après les autres, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression de ce grand 8 là, où finalement on peut être un peu perdu ou un peu confus dans cet ascenseur émotionnel. Dans tous les cas, là, on va voyager là-dedans et puis on va en sortir avec des opportunités, de nouvelles perspectives. Mais euh, l'accompagnement au changement, c'est quelque chose qui est essentiel aussi, de bien avoir en tête, de comprendre euh, qu'autour de nous, tout le monde fait ce genre de voyage, en quelque sorte, dans le temps, et qui nous fait passer par différentes émotions, et qu'il faut apprendre à identifier, à exprimer, car à chaque fois, ces émotions, c'est la même chose. L'émotion, c'est l'expression d'un besoin, hein. Voilà. Et donc, bon, malheureusement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet qui mériterait évidemment beaucoup plus de temps de développement. On va juste faire un sondage pour terminer, et avant de terminer avec un autre exercice. Mais ce sondage, c'est après le 11 mai. Pensez-vous que votre niveau de stress va baisser, rester identique ou augmenter? Voilà, Sabine, tu peux lancer le sondage. Allez, c'est parti. Parce qu'on va vivre autre chose. Donc, voilà, c'est quoi d'après vous ce qui va se passer? Pour les coachs qui accompagnent des clients, hein, le sujet de la gestion du stress, c'est vraiment important de bien l'intégrer. Moi, ça m'arrive souvent dans des programmes, hein, d'accompagnement de personnes, à un moment donné, de faire une séance, deux séances sur la gestion du stress, quand évidemment je me rends compte que il y a un sujet au travers de ça. Et on est dans une période stressante, et on va être encore dans une période stressante, probablement pendant un certain temps.
Alors, les réponses, ben, 28% baissé, 36% resté identique, 36% augmenté, donc vous êtes bien, d'ailleurs bien équilibré, Oui. si j'ose dire, hein, mais euh, voilà, il y a, il y a de la, je pense que ça correspond bien à une réalité générale, mais il y a ce stress-là, ce- un tiers voilà, voit le déconfinement de façon très probablement positive en disant ok ça va baisser mon stress. Les autres c'est une autre épreuve ou une autre un autre événement on va dire à vivre qui est pas forcément moins stressant que ce qu'on a vécu, voire plus stressant. Alors hop voilà. Avant de nous quitter, pour ceux qui le souhaitent, on vous propose un exercice de cohérence cardiaque. Euh, qui va durer combien de temps, Sabine? 3 minutes, 3 minutes. 3 à 5 minutes C'est quoi maximum. l'intérêt? Alors, l'intérêt de la cohérence cardiaque, c'est en fait, se centrer sur sa respiration parce que, en fait, le cerveau et le rythme cardiaque sont très liés. Donc, quand on est stressé, quand on a des émotions, c'est lié, le rythme cardiaque est irrégulier et les irrégularités, c'est un cercle vicieux, les irrégularités du rythme cardiaque jouent sur notre cerveau et nous déconcentrent. Donc, on est beaucoup moins efficace. Et la cohérence cardiaque, c'est qu'on a observé, bon, c'est David Servan-Schreiber qui avait découvert ça, qui avait donc un rythme cardiaque de à peu près de 10 inspirations-expirations par minute, de 6, pardon, 6 inspirations-expirations par minute, 10 secondes pour 10 secondes pour une inspi plus une expi. Grosso modo, permettait de rentrer en cohérence cardiaque, donc d'avoir un rythme cardiaque régulier et donc ne pas perturber notre cerveau et donc être beaucoup plus efficace. Donc on va s'installer. Je le répète, j'ai pris donc 6 respirations par minute. Il y en a certains après, quand vous ferez vous-même, il y a des applis, etc. Vous tapez cohérence cardiaque, vous trouverez des applis. Vous pouvez trouver un autre rythme si vous sentez que ce rythme-là n'est pas forcément votre rythme qui vous convient. Donc, on va y aller, vous installer confortablement dans votre chaise, vous détendez, vous allez juste écouter, vous pouvez fermer les yeux, vous allez juste écouter le bruit de la mer et il va y avoir une petite cloche un peu plus forte pour dire donc jusqu'à quand vous devez arrêter votre inspiration et un peu moins forte quand il faudra arrêter l'expiration. Donc vous entendez le bruit de la mer. On entend très peu la cloche. Le son est à fond. Voilà. J'espère que vous entendez bien la cloche. Donc vous inspirez jusqu'au son de la cloche et, et vous expirez. Inspirez, expirez, fermez les yeux, inspirez, expirez. Vous centrez sur votre respiration. Vous sentez votre poitrine à l'inspiration qui se gonfle. Et vous expirez, vous sentez qu'elle se relâche. Continuez. Sentez votre inspiration, la poitrine qui se gonfle, qui se dégonfle à l'expiration. Et essayez de visualiser votre cœur quand vous inspirez, les mouvements du cœur, et quand vous expirez. Placez votre conscience dans votre cœur et sentez à chaque inspiration et à chaque expiration les mouvements de votre cœur.
Sentez l'air qui rentre et qui sort de votre cœur. À l'inspire, l'air vient dans votre cœur. À l'expire, l'air en ressort. Sentez à l'inspire votre cœur se gonfler. Sentez à l'expire votre cœur qui se dégonfle. Si vous sentez des pensées qui arrivent, laissez-les passer. Recentrez-vous sur les sensations de votre cœur qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expiration. Continuez à relâcher bien vos épaules, relâchez vos doigts, vos poignets, votre nuque. Et pensez à un moment agréable, peut-être au bord de la mer, peut-être ailleurs, avec des personnes qui vous sont chères. Et essayez de ressentir ces émotions que vous ressentez à ces moments-là et de les porter dans votre cœur tout en continuant à inspirer, expirer au rythme de la cloche. Sentez le mouvement à nouveau de votre cœur. J'inspire, mon cœur se gonfle, et j'expire, mon cœur se rétracte un petit peu, tout doucement, il se relâche tranquillement. J'inspire, j'expire. Je ressens ces émotions agréables dans mon corps. Et je me sens en cohérence avec le cœur, avec ma tête. Tout doucement, vous allez reprendre une respiration normale, ouvrir les yeux. Et revenir ici et voir comment vous vous sentez. On va revenir aussi. Je voudrais bien revenir. Comment je fais pour ressortir de là? Ah oui, attends, non, là. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous a fait du bien. C'est un exercice, donc il faut savoir que 10 minutes de cohérence apporte 4 heures, fait effet pendant 4 heures consécutives à la suite des 10 minutes au niveau du cerveau. Donc ça veut dire que quand vous sentez un moment de déconcentration, de fatigue cérébrale, etc., de stress, vous faites 10 minutes, mais même 5 minutes, là on a fait 5 minutes, et ça sera efficace pendant 4 heures. Voilà, on va conclure ce webinaire. Ici, vous avez 20 moyens de gérer le stress pendant la période de confinement. On a parlé pas mal de choses et je vous propose simplement, on va plutôt aller sur le slide suivant, qui sont 15 moyens de gérer le stress post-déconfinement. Alors, comment dire, on va mettre le webinaire il sera accessible en replay, soit sur la chaîne, enfin sur nos chaînes YouTube ou sur nos sites internet. Donc vous pourrez le revoir ou reprendre des éléments, enfin repasser des éléments plus tranquillement le cas échéant. Ici, bon, je vais pas tous les passer en revue, je vous laisse les découvrir. Simplement, en vert, voilà, ce
ce que le post-déconfinement va nous permettre aussi de faire, au passage, qui sont des choses un peu nouvelles. Et donc, mais il n'empêche qu'il faut continuer, voilà, à mener les actions qui vont bien pour créer les petites barres vertes, là, comme on a vu tout à l'heure, d'équilibre et voilà, de cercle d'influence ou d'équilibre du stress, parce que de toute façon, il y a des situations externes hein, qui sont là et qui vont rester stressantes. Donc, à nous d'agir pour diminuer enfin, pour équilibrer en fait, cette perception, comme on vous l'a expliqué. Merci à vous tous pour votre attention. On a dépassé un petit peu le temps, mais euh, comment dire, EICF avait annoncé un créneau de 2 heures. J'espère que, a priori, on a perdu personne, donc tant mieux. C'est que vous avez dû être peut-être intéressé parce qu'on a dit. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit Sabine, soit moi, euh, si vous voulez aller plus loin, et notamment si, en tant que coach, si vous souhaitez comment dire, échanger avec nous sur le programme, la méthode, on va dire, d'accompagnement à la gestion du stress, n'hésitez pas à nous écrire, enfin, à revenir vers nous. Et puis, Sabine, si vous voulez participer, enfin, profiter des visios que Sabine a faites, enfin, des visios qu'elle fait en Pilates, hein, soit en regardant ce qui est accessible, soit en participant à tes cours en live. Hein. Soit je peux vous organiser des visios. Maintenant, ça va, on va pouvoir enfin, on peut pas encore refaire du sport avec les amis, etc. Donc, si vous avez envie de vous faire à plusieurs un cours de sport, ça peut être de pilates ou autre, en visio, vous me contactez, j'organise ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci pour vos messages aussi sympas. On vous souhaite à tous une très belle journée. Alors ici c'est très ensoleillé. Je pense que Ça ça doit va être être un peu partout, je partout crois, le en cas. tout cas. Et tant mieux. C'est bien. Ça fait du bien aussi le soleil. Et donc au revoir. Ciao. Et puis, Et puis gérez bien vos équilibres. voilà. Et bon déconfinement. Au revoir. Au revoir, merci.